Bonjour, mon nom est Chantal Beaumont, spécialiste en ingénierie existentielle et tu t'apprêtes à écouter une chronique arrière-scène du soloprenariat. J'ai choisi de produire ces chroniques-là vraiment pour démystifier le soloprenariat parce que pour moi, tout le monde devrait être solopreneur. Si c'est la première fois, la première émission que tu écoutes, il y en a plein d'autres. Ces émissions-là sont produites vraiment avec différents niveaux parce qu'on chemine, souvent on va voir des vedettes, on voit des débutants, mais qu'est-ce qui se passe entre les deux? C'est ça qu'on veut savoir. Et donc, les chroniques sont vraiment divisées en 3 paliers. Donc, soit les débutants qui sont en démarrage, en transition, que ça fait moins de 2 ans là, qui pataugent dans le domaine. Après ça, il y a ceux que ça fait plus de 2 ans qui sont dans la tournade, excusez-moi, qui sont dans les tumultes, les tourbillons, les montagnes russes, appelle ça comme tu voudras, mais qui sont en adaptation, dans la découverte du processus que c'est le soloprenariat. Et il y en a d'autres qui ont plus une posture de mentor, qui sont rendus, qui ont adopté leur vitesse de croisière, qui ont une certaine stabilité au niveau de leur entreprise. Donc, tu as vraiment, soit par le biais de ma chaîne YouTube ou sur mon site web, toutes ces chroniques-là qui démystifient les différents niveaux. Donc, j'ai le grand privilège, le grand plaisir de te présenter Marie-Ève. Allô! Qui fait une chronique avec moi pour Solopreneur en herbe parce que elle arrive d'un domaine très différent, puis pouf, a dit, bon ben moi je me lance, donc ça va être super intéressant de découvrir son parcours, qu'est-ce qui l'a amené à dire, ben moi j'y vais, parce que oui, on a une espèce de, à un moment donné, ça devient évident qu'on est rendu à livrer ce qu'on a appris, ce qu'on a parcouru. On est unique, on est différent, on vit tous des expériences plus ou moins confortables, plus ou moins traumatisantes même parfois. Puis, crème, on réussit à s'en sortir. Fait que c'est pas tout de se donner une petite tape et de dire bravo, cool, j'ai réussi, je m'en suis sortie. C'est de partager vraiment ce qu'on a découvert, appris, puis nos outils, bien sûr. Donc, bonjour Marie-Ève. Salut Chantal. Donc, Marie-Ève, si on repense à une Marie-Ève enfant, est-ce que tu aurais pensé un jour devenir solopreneur? C'était quoi tes rêves d'enfant? Qu'est-ce que tu voulais devenir? Eh boy! Je ne sais pas trop. Méchante colle. Non, mais je voulais devenir, tu sais, à un moment donné, c'était, je voyais un métier, puis je me disais, oh, je pourrais faire ça, oh, je pourrais faire ça, coiffeuse, secrétaire, aussi, ça, peu importe. J'avais l'impression que je pouvais tout faire. OK, donc tu n'avais pas d'idéal, d'objectif, puis de ce que je déduis, ta famille ne te poussait pas à aller sur une voie précise. Donc, tu te retrouves à te laisser porter par le flot. Puis, donc, j'imagine que tu as étudié en sortant du secondaire. As-tu pris une branche déjà là ou tu es allé travailler? Comment ça s'est passé pour toi? Rectiligne jusqu'à mes 30 ans. OK. Donc, tu as fait quoi? Je vais commencer par, pour expliquer mon parcours, je pense que c'est important que je commence au secondaire. Tu sais, on a des cours de bio au secondaire 3. Puis, après la bio, ben moi j'aimais la bio puis les maths. Je savais pas trop comment ça se combinait. Okay? Mais oui, ça se combine. Ouais, c'est ça. Puis, à la place de faire bio de 5 en secondaire 4, en tout cas, il y avait un cours d'informatique qu'on pouvait faire. Puis là, tiens. À l'époque, on n'avait pas les ordi comme on a maintenant. Fait que c'était d'apprendre le tape-touche, tu sais, il y avait des choses comme ça. Ouais, je me souviens. Ouais. Puis, à un moment donné, il y avait aussi comme de la petite programmation, tu sais, c'était en Mac à l'époque, en noir et blanc. Non, les couleurs avaient commencé quand même. Mais j'ai eu plusieurs, déjà chez nous, les ordi depuis toute jeune, là. À 3 ans, j'avais déjà un ordi à la maison. OK. Mon père, là. Ouais. Puis à 3 ans, ben, ça veut dire que c'était le début, là, Avec les petites disquettes. Puis là, ça prend plusieurs disquettes pour mettre un logiciel. Ouais, c'est ça. C'est un petit logiciel, là. On avait le disque dur en dessous, entre autres. OK, donc l'informatique a été quand même... une part importante de ma vie. Une part importante, là, qui t'a permis de Je continue avec une part importante dans ma vie. Pour toute la partie non moment présent. Ah, OK. Parce que ça, c'est une partie que j'ai découvert par la suite.
OK. qui est essentiel pour moi maintenant. C'est bon. Fait que là, tu te retrouves dans un mélange de biologie, de mathématiques, d'informatique. Puis, ça donne quoi, ça, quand on arrive au cégep? Quand on arrive au cégep, on fait comme, bon, qu'est-ce que je fais? Sciences de la nature, c'est le plus beau mélange. Puis même, c'est un programme qui était sciences et informatique. Je sais pas s'il existe encore, mais c'est un programme que j'avais commencé à faire. OK. J'ai fait de la programmation même, un petit peu, en Python, pour ceux que ça dit quelque chose. Puis là, j'ai fait, moi, j'aime comprendre, j'aime concevoir, mais programmer, bon, OK, c'est correct, mais bon. Fait que ça finit là, puis finalement, j'ai fini bio. Sciences de la nature, mais spécifique bio. Moins physique, j'aimais moins ce bout-là. Puis après ça, rendu à l'université, je me suis lancée en biologie. Mais j'avais pas les notes les plus fortes non plus. Mais bon, au cégep même déjà. Puis là, c'est comme bon. Je savais que je voulais pas être médecin directement. OK. Toute la partie, je veux dire, lourde, administrative, tu veux donner des informations aux autres, puis les autres, les patients finalement, les bons noms qu'on aime donner aux patients qu'on nous sommes, ils en font ce qu'ils veulent, puis c'est pas nécessairement le vrai problème qui est réglé non plus. Souvent, c'est des plasters. Est-ce que déjà à l'université, tu avais cette posture-là ou est-ce que tu savais qu'il y avait d'autres choses que juste la biochimie, les problèmes du corps, donc tu savais déjà, tu étais déjà à l'affût, puis pour toi, c'est important, ça s'excluait pas, le mental, l'émotionnel et tout ça, ça s'excluait pas? L'émotionnel s'excluait un peu plus déjà, mais j'avais déjà fait un faux mouvement sur un trampoline quand j'étais jeune, une douleur dans le bas du dos, en tel 4, tel 5, pour ceux que ça dit quelque chose. Fait que, ouais, j'ai vécu avec une douleur chronique pendant très longtemps. OK. Donc, une bonne partie du secondaire, cégep, j'ai fait de la physio, j'ai fait plein de cours pour essayer d'aider, Pilates qui m'a aidé énormément. Fait que ça continue donc d'aller dans ce sens-là pour moi prendre soin de moi, parce que j'en ai besoin. Puis aussi, qu'est-ce que je fais d'autre pour aider les autres? Ben, pour l'instant, c'était pas là pantoute. C'était juste moi, qu'est-ce que j'apprends, puis c'était... OK, je veux downloader de l'information le plus possible. T'sais, dans ma donc, ta passion, c'était de rentrer tout ce... Dans le fond, t'étais comme, pas une éponge, mais t'avais soif. Littéralement, d'apprendre. Puis ton axe de passion, c'était le corps humain ou l'humain? L'humain, ça l'est encore, en fait. Hein. OK. À tous les jours, je suis passionnée par l'humain et sous toutes ses facettes. OK, cool. Fait que là, tu te retrouves, tu fais tes études jusqu'à 30 ans. Attends, ça c'était bio au début du bac. OK. J'ai fini biologie moléculaire. Donc biotechnologie, il y avait deux branches à l'époque à l'Université de Sherbrooke. Biologie moléculaire et bioinformatique. Bioinformatique, le programme n'existe plus. Mais moi, j'ai terminé ces deux programmes-là à peu près la même année. J'ai commencé une maîtrise qui n'a finalement pas fonctionné pour continuer les stages que j'avais déjà commencé. Je vais continuer dans ce domaine-là, en bioinformatique, parce que c'est le lien entre la bio et les maths, ça donne, et l'informatique, ça donne la bioinformatique. C'est cool! Puis après ça, on s'en va directement des cours en nutrition. J'ai découvert le corps humain, j'ai fait un cours d'endocrinologie que j'ai adoré. L'endocrinologie, en fait, c'est les hormones dans notre corps. Comment ça fonctionne? Une hormone qui a besoin de passer, on a de la vitamine D, du cholestérol dans notre corps. Pour qu'elle se transforme en vitamine D, on sait qu'on a besoin de soleil. Mais encore, on a besoin d'avoir un foie et des reins aussi pour que ça fonctionne, pour que ce soit actif comme... Donc, ta passion, tu y as touché par le biais de tes études, tu as dit, peu importe ce que je vais faire, c'est ça qui me passionne, c'est ça qui me touche, puis je sais pas qu'est-ce que je vais faire avec ça, mais je vais, puis tu voulais pas rentrer dans le cadre limitant de la médecine comme telle. Non, ça c'est sûr, ouais. OK. Fait que... Puis après ça, donc, des cours en informatique, reprogrammation dans d'autres domaines, mais tu as de la conception, donc de l'analyse avant de programmer. OK. C'est encore autre chose. C'est important, ce bout-là. Si tu te lances dans la programmation directe, ou c'est comme dans la vraie vie, si on se lance dans juste réaliser quelque chose sans que tu aies pensé à comment tu vas le faire, ça se peut que tu te perdes, puis faut que tu recommences. Puis là, c'est mon côté... là, je suis rendue à dire amélioration continue maintenant, mais mon côté efficience, efficacité, optimisation, qui me vient de mon père beaucoup. Nope. Que là, ça passe pas. Ça passe pas.
Donc, Puis, qu'est-ce qui t'amène à cheminer, à prendre un axe quelconque après ça? ben, c'est difficile de prendre un axe quelconque. Parce que après de la bioinformatique, j'ai fait, comme je disais, des cours à distance en nutrition. Fait que déjà là, j'ai commencé à toucher à du travail autonome, si on peut dire aussi. Parce que c'est m'autodiscipliner à faire mes propres cours à mon propre rythme. Même si j'ai des cours à distance, j'ai des devoirs, j'ai des travaux à remettre, Fait que c'est déjà l'université, c'est une bonne école pour ça. OK. Pour pas faire de jeu de mots. Puis, suite à mes cours en nutrition, je voulais rentrer dans un labo qui est en nutrigénomique. Qu'est-ce que ça mange en hiver? C'est la nutrition, donc ce qu'on mange par rapport à nos gènes, comment ça fonctionne dans notre corps. OK. J'étais passionnée par les gènes, beaucoup. Finalement, il n'y avait plus de place dans ce labo-là. Triste que j'étais beaucoup, mais bon. Puis j'ai finalement trouvé une autre maîtrise à Québec, alors que j'étais en Estrie à ce moment-là. Puis la maîtrise, c'était... je pense que j'avais oublié qu'on pouvait parler de ça. Sur la descente des testicules. OK. Mais c'est les gènes reliés à la descente des testicules, donc j'ai appris ce bout-là. Voilà. OK. Ça, c'est pas fini. Mais c'est une autre maîtrise à parler. Wow, OK. T'es passionné d'apprendre pas à peu près, dans le sens t'as pas appris juste par toi-même, t'es vraiment allé chercher des enseignements, des notions pour vraiment élargir ton éventail de l'humain, là, ta connaissance de l'humain. Là. Puis même à la fin de cette maîtrise-là, je pensais devenir professionnelle de recherche en laboratoire, puis je vais c'est pas tout à fait pour moi. Il y a des choses qui me conviennent pas dans le domaine de la science laboratoire comme ça, avec tous les produits chimiques. Il y a une femme enceinte qui est encore dans le labo. Pour moi, ça n'avait aucun sens avec autant de produits chimiques, même la radioactivité. C'est comme, non. Ça tu sais, qu'est-ce qu'elle fait encore dans le labo, même si c'est un grand labo, là. Moi, c'est venu me chercher, puis ça passe pas. OK. Il y avait beaucoup de choses comme ça. C'est quasiment éthique. Avec des cours d'éthique à l'époque, c'est drôle. Mais, mais voilà. Bref, mon dernier 2 ans d'études universitaires, parce que j'ai jamais fini d'apprendre. Mes 2 dernières années d'études universitaires, c'est mon MBA en gestion des TI. Donc, une maîtrise en administration des affaires en gestion de l'informatique en entreprise. OK. Fait que comment l'entreprise fonctionne. Fait que je passais d'une vision microscope, comment le corps humain fonctionne, les gènes même, pour aller vraiment précis, à une vision, comment la société fonctionne. Là, j'ai trippé. J'ai fait, oh yes, ça c'est le fun. Comprendre comment les choses fonctionnent, j'adore ça. Plus la relation, la synergie, tout ce qui se met en place. OK. Ouais. Pourquoi ça marche de même, puis toutes les sphères mises ensemble. Puis au final, quand j'étais dans mes premiers cours au MBA, à un moment donné, on a un cours qui est... Je ne me rappelle même plus d'autres cours, mais dans un de mes cours, je fais, à la base, c'est tous des humains. Dans la pyramide de l'entreprise, l'organigramme souvent qu'on voit, les humains, c'est la même chose. On est constitué d'organes, d'organelles, c'est des cellules, on est toutes là. Si, à la base de l'entreprise, il y a des humains, on a tous des besoins physiologiques, minimalement, psychologiques aussi, qui font en sorte on est bien à faire ce qu'on fait, on est bien dans cette entreprise-là ou pas. Fait que, est-ce que tu te trouvais bien dans une entreprise? À ce moment-là, j'avais pas goûté vraiment à l'entreprise tout court, outre que, je veux dire, j'ai travaillé un peu pour mon père à tester des jeux ou faire un petit peu de graphisme, d'où mon côté informatique qui est apprendre rapidement des nouveaux logiciels, ça va super vite. Puis sinon, en entreprise, j'avais fait un petit peu hôtesse d'un restaurant, des choses comme ça, là, mais c'est rien de vrai travail, je vais dire. OK. Auxiliaire d'enseignement, un peu aussi. À travers le parcours universitaire, j'ai été aussi tutrice en français. Cégep. Et j'ai aidé aussi d'autres personnes par la suite. OK. Fait que la fibre entrepreneuriale n'avait pas montré le bout de son nez encore. Je pense pas. OK. Je pensais pas partir à mon compte. Mais quand je fais mes études à distance en nutrition, quand je faisais mon MBA, je faisais mon propre horaire. Oui, tu as les cours, OK, mais quand est-ce que je veux prendre mon cours? Je le prends-tu à telle session, telle autre? Comment ça se combine? Puis je veux faire mon propre horaire aussi. Quand est-ce que moi, je décide de travailler sur tel cours versus tel autre pour que ça fitte dans les temps? Ça, pour moi, ça rentre dans les qualités, dans les requis d'un entrepreneur.
Ok. de bien se structurer. Donc, d'avoir une structure, d'avoir un plan de match, d'avoir une stratégie. Donc, pour toi, c'est un bagage que si tu ne l'avais pas eu quand tu t'es démarré, tu aurais été chercher. Je pense que j'aurais eu de la misère. Parce que même là, je suis encore en démarrage, on s'entend. Voir mon démarrage, je vais faire le switch au démarrage dans pas long. C'est ça mon but. Mais bref, ça c'est quelque chose qui m'aide énormément, moi, à être structurée pour moi-même. Puis c'est ce qui a fait en sorte que dans mes emplois qui ont suivi, je suis allée continuer dans cette voie-là aussi. L'optimisation qu'on parlait tantôt est encore là. dirais-tu, parce que je veux pas, pour faire autant d'études, tu devais travailler au travers de ça, il faut toujours bien les payer. Là. Non? Oh my God, t'as été bénie? Oui. J'ai de l'aide de mes parents, sincèrement. Ok. Beaucoup. Je payais une partie avec de l'argent qui revient à gauche à droite, mais j'étais pas dépensière, j'étais vraiment... OK. Un peu comme là, je suis pas dépensière particulièrement, je suis juste comme... Je veux vivre, puis être bien, puis sans flafla. Donc, ta structure, tu l'as développée par toi-même ou ça t'a été imposé du fait que, bon, tu étudiais toujours, tu avais organisé ton temps, la famille, la vie, la santé, comment tu dealais avec ça? Est-ce que pour ça aussi, tu as eu la chance que tout se place bien et soit relativement facile? Relativement. Relativement? Jusqu'à temps que je sorte sur le marché du travail, oui. Ah, OK. Oui, je dealais bien avec mon dos, les douleurs, etc. J'ai fait des cours en PNL qui ont permis d'aller chercher, de creuser en moi. Je mets dans ma tête beaucoup, mais il a fallu que j'aille chercher en moi au niveau émotionnel aussi, parce que moi j'avais carrément coupé. Pour aller voir un peu comment tu te connectes à ça, c'est à quelle couleur, c'est à quelle comme texture et autres, pour pouvoir le dénouer avec juste ma pensée finalement. What? C'est un peu spécial quand tu le vis, puis que toi, je me mets à la place à mon père ou à quelqu'un, moi qui était juste dans ma tête dans mes 30 premières années, là. Et ça fait spécial pour ces personnes-là. Fait que là, tu te retrouves, dans le fond, tout va bien. Ouais, quand même. Tout va bien, en gros. Puis, tu chemines, donc, tu dis jusqu'à temps que je rentre sur le marché du travail. Donc, il arrive quoi quand tu te mets sur le marché du travail? Est-ce que tu trouves un confort aussi? Non. Ah. C'est compliqué le marché du travail parce que, surtout quand tu as fait autant d'années d'études, tu as le confort quand même de voici qu'est-ce qu'il y a à faire, clac, 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 tu as juste à le faire. À quelque part, c'est relativement simple. Mais c'est pas si simple que ça. Mais voilà. Puis j'étais comme bien dans ce mode-là. Puis pour moi, c'était naturel. C'était rendu naturel aussi, ce mode-là. Le marché du travail, c'est un peu... j'ai un horaire fixe. Il y a beaucoup de contraintes qui se rajoutent. Puis moi, j'ai l'impression que je m'enfermais dans une cage. C'est ça. OK, donc c'est là que graduellement, tu t'es dit, il va falloir que je trouve une autre avenue pour fonctionner. Là. C'était pas du jour au lendemain que j'ai compris ça. Là. Je suis OK. sortie de l'université, comme je dis, j'avais 30 ans. Ça m'a pris 5-10 ans avant de comprendre que ça marche pas. Là, tu changes d'emploi. Tout à fait pour ces conditions-là. Puis là, tu changes. C'est pas ça. Tout le monde a l'air, ben oui, c'est le même, ça marche. Le milieu de travail, c'est le même. T'avais pas envie que ce soit de même? Pour moi, ça marche pas. OK. Pour moi, il y a plein de choses au niveau fonctionnement d'entreprise, culturellement parlant, d'une entreprise, qui font pas de sens pour le bien-être humain. Donc, c'est en côtoyant un milieu social de travail que, est-ce que c'est là que tu t'es dit, quand est-ce puis quand qu'on a le temps de s'occuper de l'humain? C'est quoi la corrélation qui fait, parce que maintenant, aujourd'hui, tu as choisi, tu es en démarrage pour t'occuper de l'humain. Oui. Donc, ça a été quoi le pont entre l'inconfort du marché du travail? Est-ce que ça a été vraiment, je me ferai pas chier dans le travail, je vais partir à mon compte, ou ça a été vraiment, coudonc, il y a des lacunes au niveau de l'humain, je vais prendre une tangente humaine. Tu sais, c'était quoi le... Ça s'est pas fait comme ça. Ça s'est fait comment? C'était plus comme, moi je me sens pas bien, le stress qui s'accumule, le stress chronique, douleur au dos, c'était en partie de ça aussi. J'ai eu un diagnostic de maladie cœliaque aussi,
pour la fête de mes 35 ans. Youhou! Full action. Non mais, ok, ça a l'air plate, là. Faut que j'arrête de manger du gluten. Ok? Ça, c'est le bout. Pas le fun. Mais, le bout de le fun, c'est quoi? C'est mange le plus sainement possible, le plus près de la terre possible. Le plus naturel possible, le plus... Fait que pour toi, ça C'est s'est plus bien meilleur. placé. Plus mieux, là. Oui, Ok. le meilleur possible pour ma santé. Oui, je continue à manger tout plein de choses par rapport, mais ça a été comme un apprentissage d'aller vers ça. Fait que apprendre mon stress, apprendre... Je comprenais pas que c'était mon stress qui me donnait douleur à ce point-là. Ok. L'inflammation, finalement, dans mon corps. OK. Le stress cause l'inflammation. Ben oui, c'est Des ça, ballons. les tensions, ouais. OK. Puis, as-tu eu des enfants quelque part là-dedans? Non. Pas d'enfants non plus. Pas d'enfants. Donc, la dominante de ta vie, de ton existence, c'est ta réalisation. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a amené à où t'es aujourd'hui? On a parlé vaguement de burn-out, on a parlé de vie de couple. Il fallait que ça chique à quelque part pour que tu aies envie d'avoir quelque chose à livrer. Oui. Ben, avec toutes les accumulations d'une job, puis d'une autre, puis d'une autre, puis là, il y a tout le temps des affaires. Au début, quand ça va pas bien, tu mets la faute sur les autres, ou sur l'environnement, ou sur. Puis à un moment donné, tu fais comme non, l'élément commun, c'est moi. Qu'est-ce que j'ai qui fait en sorte que. Beaucoup d'introspection, beaucoup de travail sur moi, développement personnel, j'en ai fait, j'en ai lu, j'en ai consommé, et c'est ça. Fait que c'est du coaching que j'ai eu, de la psychologie, tu sais, je vois un psychologue encore qui m'aide là-dedans. Rendu sur le marché du travail, je me suis fait mettre dehors de pas mal mon premier vrai emploi finalement, là. Puis ça, tu sais, j'avais coupé mes émotions comme je disais. Puis là, c'est d'ouvrir le canal, puis t'as peu, c'est quoi les émotions que tu vis en ce moment? Je savais pas quoi nommer. Fait que déjà, à la base, c'était d'aller avec ma feuille émotion, avec l'intensité d'émotion, puis quelle catégorie d'émotion, pour pouvoir mettre des mots sur des ressentis que j'avais. Parce que déjà là, c'était quelque chose pour moi. Question plate. Question plate que je trouve super importante parce que j'ai beaucoup de clients qui viennent me voir puis qui ont existé de là à là, une grosse partie de leur vie. Quand je dis de là à là, ça veut dire le besoin de, oui, apprendre, c'est tel que tel, le besoin de savoir, le besoin de vérité, le besoin de raison, le besoin de pourquoi, le besoin de... Donc, on a existé beaucoup. Moi, la première, ça m'a pris 42 ans à être d'autre chose qu'une tête. Donc, cette posture-là où on se rend compte que il n'y a pas que ça. Mm-hmm. Au-delà de, tu avais à dealer avec l'inconfort, puis là, tu t'es mis dans une posture de responsabilisation par rapport à ce que tu vivais. Donc ça, c'est crissement pas confortable. Mais on passe J'avais peur d'aller voir qu'est-ce qu'il y avait comme émotion. Je pense qu'il y avait un monstre qui se cachait là, sincèrement. Je voulais pas y aller, là. C'était no way, là. Penses-tu que c'est ce qui a fait que tu étais capable d'être fonctionnelle puis que ta vie a si bien été parce que tu étais détachée de ton corps émotionnel? Une partie, oui, mais réellement, non. OK. Puis, comment tu dirais, qu'est-ce qui... parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont dans leur tête, il y a comme une espèce de mouvement depuis à peu près 10 ans, 10, 20 ans, où est-ce que les gens surconsomment les enseignements, surconsomment les formations, que ce soit dans la santé ou le bien-être, la spiritualité même. Ça prend des cours à pu finir. C'est sûr qu'il y avait une quête d'étiquette. À cause du syndrome de l'imposteur, mais au-delà de ça, je pense qu'il y a eu beaucoup de surconsommation. Puis si tu avais un conseil à donner, parce que c'est difficile d'aller chercher l'humilité, de se dire, je suis peut-être d'autre chose qu'une encyclopédie. Comment tu as vécu ça? Puis qu'est-ce que ça t'a pris pour dire, OK, hostie, moi aller fouiller là? Ça m'a pris de, commencer par écrire pour moi-même un journal. Qu'est-ce qui se passe? Ça a l'air banal, mais ça l'est pas. Ça a l'air comme extra simple, mais ouais.
Non, fais-le pour vrai, là. Pour vrai, là. Qu'est-ce qui t'a donné le courage de prendre ces petits pas-là graduellement pour revenir vers toi? C'était comme nécessaire. Des fois, juste pour structurer ma vie. Qu'est-ce que je veux atteindre à la fin de l'année? Tu sais, une bonne résolution, là, on aime ça, hein? Mais, OK, c'est quoi mon objectif de d'ici là? Non. Est-ce que je le respectais? Comme la majorité des gens. Pas tant que ça. J'ai tout le temps plein de formations que je veux suivre, Fait qu'à un moment donné, je sais qu'il faut que je me limite, mais c'est comme une drive que j'ai, c'est plus fort que moi, je veux continuer. Puis même encore, je suis comme, OK, wow, faut que je m'arrête parce que il y a comme plusieurs parties dedans de moi qui veulent plein de choses différentes, puis sont pas toutes alignées tout le temps. Fait que c'est d'arriver à réaligner tout ça. Fait que au début, c'était vraiment d'apprendre à mieux me connaître, finalement. Le Donc, journal tu as ouvert permet ça. le département connaissance de toi, de ton aspect émotionnel. Oui, puis c'était vraiment de gratter la petite surface. Le moins possible, mais au moins un minimum. Ouais, puis à un Ok. moment donné, t'es comme, c'est pas si pire que ça. Puis là, t'explores, puis t'explores, puis t'explores. Puis à un moment donné, tu découvres, ah, c'est pas si pire. Puis là, tu fais de la lumière à l'intérieur, puis finalement, tu découvres que c'est super beau. C'est comme, pourquoi j'avais caché tout ça de bord? T'étais-tu consciente à l'époque où tu surconsommais au niveau des enseignements? Est-ce que tu étais consciente que tu ignorais une part de toi ou c'est juste à un moment donné tu t'es dit Non, j'étais pas il me consciente. semble il manque quelque chose? J'étais pas consciente du tout. OK. Je me sentais bien parce que je sentais rien. Classique. Ce qui est pourtant pas normal finalement, là, parce que rien sentir, c'est pas bien se sentir. C'est pas la même chose. C'est nuancé autrement. Oui. Donc, quand on pense à un burn-out, ça n'allait pas bien. Mais pour me rendre là, c'était de l'accumulation de stress. Accumulation de plein de choses. Oui, les émotions, j'ai commencé à écrire un journal à gauche, à droite, mais c'était pas permanent, c'était pas... Puis à un moment donné, ben, accumulation. À un moment donné, je suis posée d'avoir une belle job au gouvernement québécois, puis je suis rendue, tu sais, j'ai appris le Scrum, donc coach comme Scrum Master aussi. J'ai appris en amélioration continue, j'ai ma ceinture verte. Puis là, je suis rendue comme coordonnatrice du centre d'expertise Agile et Lean. Puis on fait un déploiement de culture en amélioration continue. OK. Qu'est-ce que ça mange en hiver, cette affaire-là? Plein de choses. Oui, ben, du lean, c'est vraiment génial parce que justement, ça montre une collaboration, la connaissance une connaissance empirique, ou est-ce qu'on devient encore plus pertinent dans ce qu'on fait parce qu'on a la connaissance du monde dans lequel on est. Fait que c'est sûr que ça doit encore nourrir ta passion de... On n'est pas tout seul dans le monde, puis ça devrait se passer en collaboration. Oui, ben il y a le Lean, mais l'Agile aussi permet ça. Le Scrum, là, qu'on entend beaucoup parler. Puis le Lean, on est beaucoup... Tu sais, les deux, ils vont super bien ensemble. C'est pour ça qu'on faisait ça, en Agile et Lean ensemble. Puis je remarque que même au niveau de l'entrepreneuriat ou les solopreneurs, avec tous les réseautages que je fais aussi, j'en rencontre, puis comment ils fonctionnent. Le mode de base qu'on devrait fonctionner de routine, c'est exactement le mode Scrum. OK. Plus que le mode Lean. Oui, il y a des choses que, OK, cloc, on coche. Oui, on tasse de colonne si on veut utiliser un Kanban ou un autre outil comme ça. Mais à la base, c'est de l'agile pur. Parce que c'est quelque chose, un projet en création. Moi, normalement, quand on est en projet créatif, le Scrum s'applique super bien. L'approche Scrum, c'est excellent. C'est un cadre de travail, ça ne fait rien en soi, mais ça nous aide à comprendre comment on devrait fonctionner, comment on peut fonctionner. Puis donc, est-ce qu'on pourrait dire que c'est quelque chose qui serait recommandé d'aller chercher comme formation avant de devenir solopreneur ou pendant ou peu importe? C'est pas nécessairement une formation, je dirais, à apprendre, parce que tu lis un site web de qu'est-ce que l'agile, tu as une bonne idée. OK. Mais, pour les formations que j'ai données aussi, Agile 101 par exemple, c'est pas parce que tu as la théorie, même si tu prends une formation puis tu as la théorie puis tu passes l'examen, etc., ça veut pas dire que tu le maîtrises. Comme la majorité des aspects, même en développement personnel, c'était ça pour moi aussi.
j'ai appris plein de choses au niveau émotionnel, au niveau, OK, voici comment on nomme les émotions. Je l'ai appris de là, mais je l'ai pas appris de là. Non, Ça m'a pris mon burn-out. C'est ça, l'intégration, apprendre, surtout en développement personnel, apprendre ne suffit pas, c'est dans apprendre le cadre de ça se passe. Ouais, pour l'intégrer. C'est C'est vraiment ça. Ouais. Puis tout comme ça aussi, il faut le maîtriser. Ça a l'air simple, mais le maîtriser, c'est un autre step. Qu'est-ce qui a enclenché le processus du burn-out que tu as fait? Est-ce que c'était professionnel, personnel, l'essoufflement physique? Qu'est-ce qui t'a conduit vers là? C'était justement à cet emploi-là. Fait que c'est de coordonner une quinzaine de consultants. Moi, j'étais la seule interne en dessous de ma directrice générale, ou directrice tout court quand elle est revenue de son congé de maternité. Puis, à un moment donné, à la maison, je venais d'emménager dans une maison, ça prend 1 an et demi qu'on était là, avec mon conjoint de l'époque, parce que je suis plus avec lui maintenant. Et je me rendais pas compte, je vivais de la violence psychologique. Pas physique que psychologique, mais c'est déjà énorme parce que ça se voit pas. T'as pas de bleu, t'as pas de douleur, t'as rien. Puis c'est tellement subtil. C'est tellement subtil parce que c'est progressif. Oui. Avant que le bouton rouge, que la bouilloire fasse pii! C'est long. Ça, exact. Ouais, pour l'analogie, tu sais, c'est comme une grenouille qui est dans de l'eau qui commence à se réchauffer, puis à un moment donné, l'eau au bout, puis tant pis, c'est fini. Ouais, et trop tard. C'est mon père qui m'a allumé. Hey, t'as un comportement. Il me semble, il y a quelque chose de bizarre, là. Tu sais, il me semble que t'as un comportement comme de femme battue, mais qu'est-ce qui se passe, là? Tu sais, c'est comme mon père qui m'a allumé sur des choses, puis juste en lui parlant au téléphone de même, une fois de temps en temps, tu sais, c'était pas super fréquent, là, mais tu sais, OK, bon. Mais tu sais, c'était pas rien de précis ou quoi. Ma mère était là pour m'écouter tout le temps. Elle est encore là pour m'écouter s'il y a de quoi, tu sais, mon père aussi, là, mais... Ouais. Les deux, pareil, ont une personnalité bien différente, puis des belles forces. OK. Fait que, c'est ça, fait que là, tu te retrouves dans une relation où est-ce que, violence psychologique, relation toxique, donc, t'as plus le choix de rentrer en dedans. J'avais plus le choix. Fallait aller chercher tes ressources. Heureusement, j'ai pu avoir... tu sais, j'avais des réactions qui étaient du stress mis à l'extrême, ce qui est en sorte une forme de burn-out qui est là, comme ça. Il n'y a pas que de la dépression, contrairement à ce que certaines personnes peuvent penser aussi. C'est du surmenage vraiment, c'est que j'allais au-delà de mes limites. C'est drôle parce qu'en ligne, on aime ça mettre des limites dans le tableau Kanban, ça en prend aussi. Fait que quelque chose que je n'avais pas fait encore. OK, c'est intéressant. Fait que bref, pour revenir à ta question, c'était vraiment de l'arrêt de travail qui a été signé par le médecin. OK. Il m'a fallu ça, puis sur le coup, je le comprenais pas. J'étais comme, mais non, je fais tout ça encore. J'ai toujours été capable de fonctionner. Pourquoi, tu sais? OK, 2 semaines. OK, 1 mois. OK, un autre mois. OK, un autre mois. Ça veut dire 11 mois. Oh. Puis là, à ce moment-là, est-ce que tu étais médicamentée? De tes études, tout ça, tu devais être un peu rébarbative à la médication ou quand même, tu t'es prêtée à ça pendant un moment? Ou... Je me suis prêtée à ça parce qu'il y a des bénéfices. Je veux pas être dépendante de médicaments pour ma vie au complet. Tu sais, ma douleur dans le bas du dos, le médecin, tu sais, après des rayons X, bon, ben, prends 2 Advil aux 4 heures. Pour le reste de mes jours. J'avais 13 ans. Ça marche pas, là. Fait qu'à un moment donné, tu as d'autres techniques que tu vas chercher ailleurs pour trouver. Tu sais, même l'infiltration de cortisone n'a pas réussi. Tu sais, plein de choses. Fait qu'à un moment donné, c'est quoi d'autre? Ouais, c'est mais ça. il faut arriver à trouver le quoi d'autre. C'est pas toujours évident. Donc, c'est-tu un des axes qui t'a aidé justement à aller chercher des ressources pour t'aider dans ta rentrée en toi? Oui. Ben, j'en avais appris plein, mais il n'était pas encore intégré. Fait que de faire mon journal avec ma feuille émotion, besoin, puis là, OK, à tous les jours, des fois plusieurs fois par jour aussi, OK, comment je me sens? Clac, 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 clac. Tu sais, c'est là que ça finit par rentrer. Mais de le faire petit peu par petit peu, c'est là comme ça qu'on le pratique. C'est comme mettre en place une nouvelle habitude.
Oui, exactement puis tu ça. sais, j'enseigne tout le temps, il y a beaucoup de gens qui n'existent pas dans leur propre vie. Oui, c'est sûr qu'il y en a qui vont exister par leur travail, leur emploi, il y en a qui vont exister par leur connaissance, il y en a qui vont exister par différentes choses. Donc, c'est que la famille. Mais aussi. que la famille, C'est il y a de l'égarement. juste Moi, un ça a été la niveau. fuite. Moi, c'était la fuite. Donc, chaque personne va développer son processus existentiel, mais un des aspects les plus limitants ou nocifs, ça va être de ne pas exister dans sa propre vie. Donc, ça va être de ne pas se voir, de ne pas être à l'écoute de soi, d'exister par l'impact qu'on a sur l'autre seulement. Ça, j'ai souvent à l'expliquer en accompagnement parce que on n'est pas conscient à quel point on n'existe pas dans notre propre vie. Puis l'auto-observation que j'enseigne dans mon cacao, là, que tu as peut-être vu en réseautage, là, le haut de cacao, c'est s'observer. Donc l'auto-observation constante, donc avant, pendant, après, tout ce qu'on vit. C'est en effet, moi, c'est ce qui m'a sorti de la maladie mentale aussi. Donc, tu sais, c'est vraiment un pas à faire, peu importe où tu en es, que tu sois démarré ou non. Si tu as de la misère au niveau de ta business, pose-toi la question, est-ce que j'existe dans ma business ou ma business me permet d'exister? Et là, tu vas peut-être comprendre plusieurs bugs que tu peux expérimenter en tant qu'entrepreneur ou solopreneur. C'est très important de tourner le focus vers soi, en soi, et ne pas se limiter à comprendre, parce que je pense que Marie-Ève, autant que moi, ça a été vraiment des pas importants à faire de permettre qu'on existe par autre chose que notre tête et rentrer dans notre corps. Ouais, ouvrir le canal de communication, le canal d'intégration de je suis présente à moi, je suis présente à ma vie, je suis au centre de ma vie. Je pense que ça aussi, si tu as été en relation avec quelqu'un qui avait une emprise sur toi, ben c'est sûr que tu t'es livré un focus. Exact. Qu'est-ce que tu en as fait de cette expérience-là? Qu'est-ce que j'en ai fait de cette expérience-là? Ben, en fait, c'est ce qui a fait en sorte que le milieu du travail, je l'ai regardé d'un autre œil. Parce que retour progressif après. Puis là, j'étais encore avec lui, c'est comme non, ça marche pas non plus. Je peux pas continuer à être avec lui. Conditions de vie autour de moi, mon environnement de vie n'est pas soutenant pour moi. Non, je change de place. C'est comme une fleur qui essaie de fleurir à une place où il y a comme pas de terre ou qu'il manque d'eau ou quelque chose. Tu peux pas, là. Non, c'est sûr. Fait que change la plante de place ou la fleur de place, puis là, elle va pouvoir fleurir. Là, je me sens à ma place. Là, j'ai un conjoint qui ça va super bien. Ça fait déjà 2 ans, on se complète super bien sur plein de points. J'adore. Fait que, tu sais, là, j'ai un environnement soutenant qui me permet de fleurir. Donc, je peux pousser à mon aise beaucoup plus. Donc, je m'en vais de plus en plus vers ça, d'où l'idée que, OK, oui, entreprise, oui, il y a une question alimentaire qu'on a même des fois dans le domaine, juste pour dire, OK, j'ai des fonds qui rentrent, mais j'ai aussi besoin de moi m'épanouir là-dedans, de pouvoir fleurir à ma propre façon, avec mes propres couleurs, pas nécessairement juste une. Oui, parce que veux pas, en ayant été chercher tellement d'enseignements, tellement de richesses de connaissance de l'humain, c'est sûr que tu as quelque chose à offrir. Donc là, tu es comme en démarrage. Tu es comme en train d'essayer de faire un melting pot, un amalgame, appelez ça comme vous voudrez. Et où est-ce que tu en es dans ta réflexion de qu'est-ce qui va me nourrir, et là on parle pas de financièrement, mais qu'est-ce qui va me nourrir d'entrer en relation avec les gens concrètement? T'en es où dans ton zoo de réflexion, qu'est-ce que tu vas faire avec ça, puis c'est quoi tes axes de réflexion dans le sens où est-ce que tu parles de toi ou est-ce que tu parles de tes connaissances? De moi. Mes connaissances sont des outils, c'est des moyens pour m'aider. C'est diverses stratégies que j'ai apprises. Je les place en haut en plus, c'est drôle, hein? Mais ils ne sont pas en moi. En burn-out, heureusement. J'ai fait une formation aussi. Ben oui, une autre. Et avec beaucoup d'exercices pratiques, c'est pour ça que je me dis, OK, celle-là, pas n'importe quelle autre, je la choisis.
parce que je savais que j'avais besoin d'intégrer. Je consommais encore beaucoup de contenu, mais j'ai essayé de limiter ce que je consommais, essayer de limiter tout ce qui était ordinateur, tout ce qui était technologie aussi, puis me ramener au vrai, dans le concret, là, dans mon corps d'une part. Ben oui. On parle de méditation, des fois c'est revenir en soi, mais pas observer l'extérieur, c'est observer soi-même. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Où est-ce que j'ai des tensions? Tu sais, ça c'est un des outils qu'il y avait, une visualisation interne de ce qui se passe dans le corps. De comment ma respiration est. Moi, c'est ça qui m'a aidé beaucoup. Moi, j'avais mon diaphragme carrément bloqué. J'essayais de respirer, on parle de cohérence cardiaque et autres, là, pousse ton diaphragme, ils ne disent pas nécessairement à ce point-là, mais quand on le comprend vraiment, c'est quoi la cohérence cardiaque? C'est de pousser le diaphragme pour vraiment expansionner les poumons. Puis j'y arrivais juste pas. 5 minutes, c'était pas assez. OK, un autre 5. Ah, ça commence à être mieux. Non, encore. Jusqu'à temps que là, je commence à le sentir. C'est vraiment drôle parce que j'avais justement un client à un moment donné qui avait un gros problème. Là, il était dans une impasse existentielle. On aurait dit que tout le monde était là pour le faire chier. Il s'était fait voler des choses qu'il avait créées. Et c'était quelqu'un d'extrêmement intelligent, en plus d'être spirituel et d'avoir des dons. Fait que, tu sais, c'était comme, il était là. Et c'était comme, et là, je parle avec, puis là, je réalise qu'est-ce qu'il fallait que je fasse avec, puis là, j'étais comme, comment je vais faire? Fait que moi, je m'abandonne, OK, je vais y faire son soin, j'avais ce qu'il fallait que ça donne, j'avais les ingrédients, mais je savais pas comment ça allait se placer, et ça m'a pris une demi-heure. Qu'est-ce que j'ai fait la première demi-heure du soin? J'ai appris à respirer. Il n'avait jamais respiré. J'avais dit, on va prendre une respiration profonde. Je commence tout le temps comme ça. Fait que là, j'étais comme, il était peut-être déjà plein, tu sais. Là, j'ai dit, on va prendre une autre respiration profonde. J'ai dit, non, tu peux pas, tu sais, tu peux pas. C'est supposé Ça être m'a profond, pris. ça? Ouais, c'est ça. C'était son profond. Fait que ça a pris, là, entre 20-25 minutes, là, avant qu'il soit capable de prendre une respiration jusque-là. Et à la fin du soin, il dit, c'est bizarre, je ressens de la honte. Ah. C'était ça qu'il avait écrit. Il fallait que je l'amène dans une zone d'humilité. Aïe. Ça a été un moment incroyable, mais oui, la respiration fait une énorme différence dans, j'appelle ça, moi, s'incarner par le corps, entrer dans le corps. La respiration a un impact majeur, même dans l'émission, la formation que j'ai donnée hier, on a parlé pendant 15 minutes, c'est vraiment quelque chose de très important. Sois vigilant sur ta respiration. D'un, ça aide à vivre au présent, à arrêter les hamsters. Les hamsters, là, quand on prend une respiration profonde, là, ils sont comme, hostie, ils sont comme en chômage, là. C'est comme si tu les mettais en pause, là, puis qu'ils voulaient pas, là. On arrête la roue tranquillement. Qu'est-ce qui se passe? Donc, ça ralentit le temps, ça ralentit les hamsters, ça ralentit tout de rentrer dans le corps. Fait que oui, c'est encore un bel outil que tu mets en lumière. La respiration avec l'auto-observation, la présence à soi, là, c'est des outils de cheminement incontournables, là. Évidemment, il y avait plein d'autres outils à appliquer à nous-mêmes. Moi, l'outil qui m'a fait, outre ceux que je viens de nommer, il y en a plusieurs autres, mais un qui m'a vraiment marqué, c'est quoi mes valeurs? Les valeurs, on les pense avec notre tête. C'est le fun des valeurs. Là, tu priorises, nanana, t'en as 10, 15, tu peux bien lire. En 2012, j'avais lu un livre de Isabelle Nazaraga, Je suis comme je suis. Je l'ai encore. Puis c'est les valeurs et les contre-valeurs. Parce que des fois, c'est qu'est-ce qui te fait du bien et je suis contre les conflits, par exemple, ou je suis... Fait que tu sais, t'as les deux pans. Je trouve ça bien intéressant. Puis dans l'exercice que lui nous faisait faire dans cette formation-là, oui, t'as la partie théorique, avec la tête, c'est ça que je veux dire par la théorie. Puis, on les classe et tout, il faut le trouver nos propres mots, parce que langage PNL, programmation neurolinguistique, côté coach encore de ce bout-là pour moi, les mots pour nous sont hyper importants et le même mot peut dire quelque chose de complètement différent pour quelqu'un d'autre. Si je dis définition de couple pour moi ou de respect, ça peut dire complètement d'autres choses pour toi et inversement pour toi aussi. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important d'aller chercher les bons mots pour soi. Une fois qu'on a établi nos mots, nos ordres, notre ordre de chacun, on les met dans un tableau, puis après ça, on va vivre qu'est-ce qui est important pour nous. Est-ce que c'est ma santé ou le travail qui est plus important? Si j'ai un et pas l'autre,
Oh boy! Ok, Notre donc, mental, c'est il est des comme jeux pas qui capable de t'amusaient. vraiment tout saisir ça, mais c'est notre ressenti émotionnel. Ton corps, est-ce que tu fais des tensions ou c'est plus léger? Juste ça, là, t'as pas besoin de chercher c'est quoi le nombre d'émotions maintenant. Donc, tu faisais des c'est jeux d'expérimentation d'émotions qui t'amenaient, qui t'obligeaient en quelque sorte à rentrer dans ton corps pour commencer à intégrer, dans le fond, et faire, à partir de là, tu as pu faire des corrélations avec apprendre et exister, ou tu sais, Exact. apprendre ou incarner, Exact. savoir et être. Oui. Donc, c'est toutes des notions qui sont inaccessibles si on reste dans la tête. Exactement. Puis qu'on n'a pas le choix de toucher à un moment donné. Ben, sinon, c'est des maladies, sinon, c'est quelque chose qui va popper ailleurs. Fait que c'est. Le fun n'est pas, hein? Le corps humain est bien fait. Donc là, tu es en train de mettre en place ton offre de service, de structurer un petit peu. Et pour toi, la chose la plus importante à mettre dans ton offre de service comme bénéfice, à offrir aux gens, parce que c'est souvent là, oui, on a à penser aux bobos qu'on va soulager. C'est une réflexion importante pour le solopreneur. Par contre, si on n'est pas capable de parler de bénéfices, ça ne veut rien dire pour la personne. Donc, c'est quoi ton axe au niveau de ta structure, de ce que tu veux offrir comme service aux gens? Le mot qui me vient depuis longtemps, ça fait plus de 10 ans qu'il est là, c'est le bien-être. La paix dans le monde, c'est une chose, c'est bien, là. Mais pour moi, le bien-être de tous, c'est encore mieux. Si toi, t'es bien, la paix dans le monde va être là. Si tout le monde est bien, la paix dans le monde va être là. C'est comme des résultats de... L'individualité, dans le fond, tu veux amener la personne, dans le fond, où est-ce que toi, tu t'es développé et que tu as eu un bénéfice d'émancipation, c'est dans le focus à toi. Donc, tu as envie d'amener les gens vers ça parce que c'est vers là que tu as vu une différence dans ta vie. Parce que je suis passée de ma tête à être une personne entière à ce moment-là, oui. Et non pas être juste un cerveau sur deux pattes. Parce que oui, j'étais un cerveau sur deux pattes. J'avais des émotions qui n'existaient pas, qui étaient cachées en dessous. Fait que non, je suis passée d'un cerveau sur deux pattes à une personne à part entière. Là, j'ai même des ailes qui me poussent, si ça me tente d'aller dans cette métaphore-là, pour justement aller, oui, là, je m'envole, puis je me sens bien, puis tu sais, c'est... Donc, tu as envie de t'amuser avec la vie, tu as envie d'aider les gens à s'émanciper de la même façon que tu as pu vivre le bénéfice de enfin commencer à exister dans ta vie concrètement, ne plus être qu'une encyclopédie. Puis ça, je pense que c'est un des éléments incontournables. C'est sûr que par l'exemple de Marie-Ève, on a quelqu'un qui est riche en connaissances et beaucoup seraient tentés de dire ça va être facile pour elle. C'est n'importe quoi. J'explique souvent, je ne sais pas si tu as écouté déjà les autres vidéos, mais tu vas voir ce qui se ramène dans chaque vidéo, ce qui ressort. C'est que devenir solopreneur, de faire le choix de croire qu'on a quelque chose à offrir demande énormément de confiance et d'humilité. Pourquoi? Parce que on s'en va dans une zone où veut pas, tout le monde sur la planète sait qu'il ne sait pas tout. OK? Donc, lorsqu'on choisit d'être travailleur autonome et surtout dans le domaine de l'accompagnement de quelqu'un d'autre, on sait qu'on ne sait pas tout. Et cette humilité, cette confiance-là que ça requiert de dire oui, mais peu importe le peu que j'ai, je sais que ça va faire la différence dans la vie des gens parce que ça en a fait dans la mienne. Et l'autre notion, il y a deux autres notions que je veux vraiment que tu intègres concrètement, c'est que si tu attends de tout savoir, tu ne te démarreras jamais. Donc, tu dois te permettre que par le soloprenariat, moi j'appelle ça juste un autre programme de développement personnel. Devenir solopreneur, c'est une piste vers où tu apprends à te connaître dans tes limitations, dans tes manques d'amour, tes manques de confiance, mais aussi que tu es obligé d'aller puiser, crif, j'ai passé à travers de choses et ça m'a donné une valeur. Donc, c'est tous des processus auxquels on touche par le biais du soloprenariat. Et ce qu'il y a de beau dans ça, c'est que aller à l'école,
tu peux faire comme moi j'ai fait, comme Marie-Ève a fait, te bourrer le crâne pour te rendre compte que tu n'as jamais vécu et te retrouver dans un cul-de-sac. Donc, pourquoi pas apprendre et être payé pour le faire? Donc, être solopreneur, je dis souvent, on est bête d'appeler ça des clients ou des patients parce que dans le fond, c'est des collaborateurs à notre évolution. Et ça demande énormément d'humilité pour dire qu'est-ce que mon client va venir me livrer aujourd'hui. Et c'est dans cette curiosité-là que tu vas permettre un échange, une collaboration et que ton client n'aura pas un complexe d'infériorité en venant vers toi parce que tu es son égal, on ne sait pas tout. Et cette synergie-là de client, là, on va dire le mot, le client qui vient vers toi versus tu es en train d'apprendre sur toi et ton client vient t'aider. C'est vraiment un processus qu'il faut être conscient, qu'il faut intégrer dès le départ parce que si on attend de tout savoir, on ne se partira jamais. Si on est convaincu de tout savoir, on n'aura pas de client parce que l'univers n'est pas fait pour nourrir à sens unique. C'est fait pour être bidirectionnel, on est un tout et cette collaboration-là est magique lorsqu'on le permet. Où est-ce que les gens qui viennent vers nous, on ne sait pas ce qu'ils viennent chercher. On ne sait pas ce qu'on a à offrir et on ne sait pas ce qu'ils ont à nous livrer. Et on doit permettre cette synergie-là. Je ne sais pas si tu as déjà commencé à constater cette magie-là qui s'expérimente lorsqu'on commence à accompagner, que ce soit même en groupe, que ce soit en groupe ou en individuel, cette synergie-là, on doit la permettre. Est-ce que tu as été amené à déjà, malgré que ça ne fait pas longtemps que tu fais de ton démarrage, est-ce que tu as été amené à toucher à ça? Même dans mes emplois, au meilleur moment où moi je me sentais pleinement là, c'est dans les accompagnements que je faisais en coaching, justement, ou accompagnatrice agile, ligne ou autre, même au niveau personnel, tu sais, dans les programmes de PNL, c'était ça, on fait de l'accompagnement à l'autre aussi, on est guide pour les autres. Suite au programme que j'ai fait sur le burn-out, je suis devenue coach aussi dans ce même programme-là. J'ai une quarantaine de coachés sur à peu près 1 an. C'est des 12 semaines, fait que j'en ai coaché, puis les meilleurs moments, c'est où je livre par rapport à ce qui... Je planifie rien de ma rencontre, autre que bonjour, bye bye. C'est à peu près tout, là, j'exagère un peu, mais j'ai tout ce qu'il faut dans ma tête pour être là. Ça aussi, c'est un apprentissage qu'il fallait que je fasse en PNL. C'était pas facile. N'importe quel accompagnement nécessite l'écoute, là. Mais de là à taper, c'est correct, tu sais, juste en PNL, là, d'apprendre à... Mettons, OK, tu vas accompagner la personne à faire tel exercice tout petit qui prend 2 minutes. J'étais pas... Au début, il me fallait mes notes pour pouvoir le faire. Mais en PNL, à un moment donné, on pratique, c'est non, tu sais toute la théorie, vas-y. Tu sais, il m'a fallu ça, des profs ou des mentors, finalement, qui m'aident à aller là. Qui t'obligent à pas aller vers tes notes. Lâche la tête, tu sais. Ouais. Vas-y, laisse-toi aller. Mais ça, c'est pas évident, là. Prendre sa place dans sa propre vie, là. On commence par là, puis après ça, on est capable de prendre notre place dans le monde. C'est vraiment important comme point à soulever, c'est que, surtout si tu penses à aller vers de l'accompagnement, de reconnaître que tu ne pourras pas savoir comment écouter, comment observer l'autre si tu n'as pas appris à t'écouter et à t'observer. Donc, peu importe où est-ce que tu es rendu dans ta connaissance et dans ton rapprochement de toi, va falloir que tu y passes un jour ou l'autre. Si tu es déjà solopreneur, tu fais déjà l'accompagnement, dis, j'accepte de recevoir tous les clients qui vont me permettre de rentrer à l'intérieur de moi, qui vont me permettre de me contempler à travers eux, de me pardonner, de me voir, de voir mes angles morts, parce qu'on a énormément d'angles morts. Plus qu'on en voit, plus qu'on a l'impression qu'il faut tourner la tête 360. Là. On sait pas ce qu'on sait pas. Donc, c'est vraiment un processus où est-ce que, oui... pour bien accompagner, faut savoir écouter avant tout. Et si tu n'as pas appris à t'écouter, tu ne seras pas à l'affût des signes qui témoignent d'une cachotterie, d'une honte, d'un inconfort, de tout ce que ça... de l'espace silence que ça nécessite à une personne pour qu'elle parle. Parce que tu peux poser une question, puis là, ça ne vient pas, puis tu vas embarquer. Non, si ça prend 10 minutes à sortir, ça a besoin de 10 minutes de sortir. Donc, que ce soit par écrit, comme Marie-Ève a fait, ou par la voix, cet espace-là où ce que tu t'accordes un retour vers toi est vraiment super important parce que ça va te permettre de faciliter et d'enrichir
ta relation d'aide envers l'autre. Puis j'ajouterais aussi que, tu sais, on parle de relation de coaching, d'accompagnement. Ça, on en fait tous, peu importe notre domaine, à quelque part. Et en plus, on a une question de formation. Si tu poses une question dans une formation ou dans une conférence même, puis tu laisses pas le temps aux gens de répondre, même dans leur tête, on a besoin de quelques secondes. L'importance du silence, sous-estimé. Ah oui, vraiment, c'est un gros plus. Alors, normalement, en fin d'entrevue, je demande tout le temps, ce serait quoi ton conseil à quelqu'un qui hésite encore à se partir et ce serait quoi ton conseil à quelqu'un qui est dans un creux? Toi, en tant qu'en démarrage, est-ce que tu estimes avoir quelque chose que tu dis, si j'avais pas eu ça, je penserais même pas à me partir en affaires? Introspection. Introspection. Je pense que ça part de là. C'est vraiment là. Ouais. Fait que si c'est pas encore fait et que tu es déjà démarré, pense à, tu sais, si tu as de la difficulté, soit à avoir de la clientèle ou avec ta clientèle, soit à te faire payer des cancellations, des annulations sans préavis. Donc, si ta relation à l'autre t'est pénible, que ce soit par le biais de ta relation de couple, familiale, parent-enfant et inévitablement, ça va se répéter chez ta clientèle. Donc, ne perds pas de temps à chercher c'est quoi ton problème, c'est pas le marketing, c'est pas Facebook, c'est pas Instagram, ok, c'est toi, c'est toujours nous, ok, notre aptitude à avoir la foi au niveau relationnel et à assumer ce que l'on est un incontournable. Donc, si ça ne marche pas, ne te bats pas, puis recommence pas, puis change pas 25 fois de stratégie marketing. Il y a un problème à l'intérieur de toi et tu es rendu à aller là. Donc, on y passe toutes. Un jour ou l'autre, il n'est jamais trop tard pour y aller. J'accompagne mon père de 75 ans. Sa femme est morte, donc je l'ai à moi tout seul. Et j'y enseigne à communiquer présentement. Puis il tripe comme un petit gars dans un carré de sable avec plein de pelles et de chaudières. C'est vraiment super génial. Il n'est jamais trop tard, mais il n'est jamais trop tôt non plus pour rentrer en introspection. Dis-toi que si tu deviens solopreneur, tu vas avoir à passer par là. C'est un incontournable. Tes clients vont venir peser sur le piton de ce que tu as besoin de voir dans tes angles morts. C'est inévitable. Plus tu le fais, mieux c'est. Fait que plus tu l'inclus dans une boucle de collaboration. De collaboration, mais même de toi avec toi. Attends un peu, comment ça s'est passé? Juste la petite rétrospective de comment ça s'est passé. Un petit post-mortem, des fois, qu'on appelle aussi. Ouais, ben moi... Juste ça, là, c'est un élément clé que je sors du Scrum. Ouais. Mais qu'on a dans l'amélioration continue, ligne pure aussi. Fait que dans les deux, là... L'habitude que j'ai développée en accompagnement, c'est que moi, j'envoie tout le temps un résumé de consultation. Ça m'oblige à me déposer, à revisiter la consultation. Ça me permet d'aller chercher mes trésors à moi et d'avoir le discernement de voir qu'est-ce qui était pour l'autre. Et là, j'ai fait son résumé. Souviens-toi que, clouc. Donc, ça permet à une personne de progresser à une vitesse assez impressionnante parce que, oui, puis c'est vraiment par le processus d'écriture de mon livre que là, j'avais allé chercher le contenu de mon livre par le biais de mes consultations. Fait que c'était vraiment génial. Fait que je cheminais littéralement par le biais de mes consultations, juste parce que je me donnais la peine de prendre le 15 minutes ou la demi-heure pour revisiter la consultation. Oui, ça demande du temps, mais combien bénéfique. Donc, c'est vraiment un beau réflexe, une belle stratégie à intégrer dans ta pratique, de revisiter pour aller chercher tes cadeaux à toi de la consultation, puis faire un petit aide-mémoire à ton client, ça va juste être grandement apprécié, ça va faire une touche différente au niveau de ton service client, puis moi en tout cas les clients sont super contents de recevoir leur petit résumé, si je l'oublie ou si je retarde, là, des fois c'est comme tu me l'envoies-tu là? Fait que c'est vraiment un bel outil parce que tu donnes la peine d'aller chercher tu vas le sentir, il y a des choses qui résonnent vraiment à l'intérieur de toi et tu dis ça c'était pas en tout, c'était à moi, puis tu le prends puis tu l'utilises, donc c'est une belle stratégie. Alors
j'espère que tu as aimé découvrir Marie-Ève. C'est l'exception parmi les entrevues que j'ai faites jusqu'à maintenant, où est-ce qu'on a parlé principalement de ses connaissances, mais on revient à toutes les autres. À l'humain. On n'a pas le choix d'y aller. Fait que, comme tu peux voir, oui, ça peut être facile, ça peut être difficile, mais un dans l'autre, anyway, un jour, tu vas avoir le choix, tu vas être obligé de faire le choix de revenir vers toi, de te rapprocher de toi et d'être encore une ressource plus riche, simplement parce que tu t'es choisi de t'observer puis d'exister dans ta propre vie. Alors, je te souhaite de faire ce choix-là si ce n'est pas déjà fait. Si c'est déjà fait, continue. On le sait que ça demande du courage, ça demande des couilles, ça demande de la persévérance, mais il n'y a que de la délectation au bout de ce parcours-là. Alors, merci beaucoup Marie-Ève pour cette entrevue-là. Mon nom est Chantal Beaumont. Donc, si tu veux écouter les autres entrevues, tu peux accéder à ma chaîne YouTube Chantal Beaumont ou sur mon site web chantalbeaumont.ca. Il y a plein d'entrevues, de conférences, de mini-formations que j'ai beaucoup de contenu sur mon site web qui peuvent t'aider en tant que solopreneur, mais aussi en tant qu'individu, pour faciliter ta route vers toi. Alors, je te remercie pour ton écoute. Je t'invite à partager auprès de tout le monde parce que ces entrevues-là, oui, sont faites dans un cadre de soloprenariat, mais l'humain on ne peut pas sortir l'humain du solopreneur, donc ça peut servir à n'importe qui. Merci.